c'est l'heure de votre journal sur la première Yarana. Merci d'être fidèle au rendez-vous. À la une de l'actualité de ce mardi soir, des parents d'élèves dénoncent l'insécurité due au comportement dangereux de certains sans-abri présents autour de la cathédrale de Papeete. Il serait 5000 à vouloir agir si les autorités restent inactives. L'activité repart à la hausse à l'aéroport de Tahiti AA, bien au-delà des espérances. 2 millions, c'est le chiffre du trafic aérien l'an dernier. ADT veut se développer, mais la concession freine les ambitions. Elle est même une épine dans le pied des professionnels du tourisme. Pour eux, sans agrandissement, le secteur ne peut évoluer. Alors, comment pallier l'urgence? Une question posée à nos invités. Dan Pihater, représentant de Yauratenun'a, et Tapuari Barbos pour le Amuteira Otenun'a Maori. Les comportements peu catholiques de sans-abri se réfugiant autour de la cathédrale dérangent. Il serait 5000 parents d'élèves à vouloir défendre eux-mêmes leur progéniture si les autorités restent immobiles. Les derniers échanges se sont révélés infructueux. Pour le père Christophe qui vient en aide à ces personnes vivant en marge de la société, il revient aux dirigeants de prendre leurs responsabilités. Nicolas Suire et Marcel Bonneau. Ils sont de plus en plus nombreux autour de la place de la cathédrale. Les SDF peuvent être jusqu'à 150. Certains rendent les lieux insalubres et d'autres agressent les passants, dont la plupart sont des élèves des collèges Anne-Marie Javoué et Lamennais. Ça sent tout ce que vous pouvez imaginer, les excréments, la pisse, enfin ça sent tout. Il y a des déchets, c'est immonde, juste à 2 pas de la cathédrale. Donc insalubrité et insécurité. Insécurité, je ne reviens pas sur le témoignage de la jeune fille. Une prof qui s'est fait agresser également, qui se fait piquer son sac. On se dit non, on peut pas accepter ça pour nos enfants ici. Dans une lettre ouverte, les parents soulignent qu'un jeune enfant effrayé a failli se faire écraser. Des filles ont été insultées, une maman s'est fait agresser et un exhibitionniste est toujours en activité. Mais des élèves témoignent d'autres problèmes rencontrés. Il y en a peut-être plus loin ou quoi qui vont, s'ils te voient avec tes Français, ils vont t'insulter ou dire des choses et bon, c'est pas très rassurant. Une fois, je suis passé, il y a un SDF, il m'a touché les fesses. Une fois 2 fois. 2 fois. Ouais. Et ça, c'est gênant. Du coup, tu passes plus par le Ouais, du coup, je passe par la route. Je passe plus ici. Là. Ah, effectivement, nous, on a déjà porté plainte par rapport à un SDF, en fait, qui a eu des actes graves, à notre sens, devant un groupe de 2-3 filles, puisqu'il s'est masturbé devant elles. Ce n'est pas la première fois. Donc, cette personne a été interpellée. Et aujourd'hui, en fait, on a décidé de faire cette démarche-là pour dire ça suffit. Je veux dire, ça va trop loin. Je veux dire, la présence, en fait, accrue des SDF à proximité des écoles devient dangereuse pour nos enfants. Et le père Christophe, qui s'occupe de ces SDF, comprend l'inquiétude des parents. Il est le premier à les inciter à appeler la police lors de tels incidents, car il reconnaît bien volontiers que le nombre de SDF ayant des pathologies mentales lourdes est important. Nous, autant on distribue les repas. Donc les repas, quand on distribue les repas, les personnes ne sont pas assises. Elles sont debout, elles attendent. Après, il reste un quart d'heure où ils mangent. Mais une fois qu'ils ont fini de manger, ils n'ont rien à faire là. D'accord. Or, aujourd'hui, et surtout depuis quelques semaines, ça devient vraiment la foire ou le marché. Il espère que le problème diminuera drastiquement dès que le centre d'hébergement sera ouvert le 16 juin. La mairie de Papeete n'a pas souhaité s'exprimer avant vendredi, date de sa rencontre avec les associations de parents d'élèves. Les routes polynésiennes font une nouvelle victime, la 8e, très exactement depuis le début de l'année. Un conducteur de 2 roues âgé de 28 ans a perdu la vie dans un accident impliquant également un 4x4. Les faits se sont déroulés ce mardi aux alentours de 1h du matin à Paea devant le Mhana Park. L'intervention des secours n'a pas permis de réanimer le jeune homme. Il est décédé sur les lieux du drame. Au chapitre social, 10e journée de mobilisation contre la réforme nationale des retraites, les représentants syndicaux et leurs adhérents ont manifesté devant le Haut-Commissariat. Si la participation diminue, plus de 23% de grévistes dans l'éducation, les opposants ne baissent pas les armes. Ils continueront leurs actions jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se prononce. Les sages ont un mois pour se prononcer, soit jusqu'au 21 avril. Diana Yenko répond à Marcel Bonneau.
La rencontre avec M. Ruquier a été très fructueuse, à mon sens, puisque nous avons évoqué donc, cette loi de retraite sur laquelle nous ne sommes pas d'accord. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Il comprend nos arguments et nous lui avons dit que notre organisation syndicale a saisi le Conseil constitutionnel comme les parlementaires en métropole. Donc on est en attente d'une réponse d'ici 3 semaines, donc mi-avril, fin avril. Et à ce moment-là, on décidera des actions à faire ou pas. Et pour cet acte 10 dans l'Hexagone, même si elles ont été bien moins nombreuses que jeudi dernier, quelques violences ont été observées en marge des cortèges. 201 personnes ont été interpellées et 175 policiers et gendarmes ont été blessés dans toute la France, a fait savoir le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Un nouvel appel à manifestation est lancé pour le 6 avril. L'aéroport a l'âge de ses artères, dixit le directeur général de la société ADT en charge de la gestion de l'infrastructure. Les chiffres ont explosé par rapport aux 2 années de crise Covid. 2 millions de passagers transportés en 2022, c'est le chiffre à retenir pour le trafic international et domestique. Si l'aéroport se modernise, sa gestion a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête quant à l'attribution du marché, toujours devant la justice. Natacha Silagi, David Chang. Là, nous sommes devant le chantier de la prochaine nouvelle consigne à bagages. Les consignes sont arrivées. Le gestionnaire de l'aéroport résiste, malgré la crise Covid et la crise judiciaire qu'ADT vit depuis plusieurs années pour la concession de l'aéroport. La société continue de voir grand pour développer le trafic aérien. Parmi les travaux qui sont prévus cette année en 2023, il y a l'extension de cette zone de comptoir d'enregistrement, la rénovation des comptoirs et l'extension de cette zone, de manière à pouvoir accueillir à la fois Air Tahiti et Air Moana. Le trafic aérien a fait un bond de 70% en 2022. 2 millions de passagers sont passés par ici et repasseront par là en 2023 selon les prévisions. Les touristes sont de retour et stimulent le trafic international et domestique. L'aéroport est joli, petit et compact et il n'y a pas trop de monde, c'est bien. Je pense qu'il est joli, sympa. Il faut le rénover déjà là, le plafond il n'est pas pour avoir. Mais sinon, ça va, il est bien. 2 milliards de travaux sont engagés pour maintenir l'aéroport et ses 60 ans en état, aussi bien à l'intérieur que sur la piste, car l'aéroport, c'est aujourd'hui 8 compagnies aériennes et 40 vols par semaine. Delta Airlines a déjà annoncé son retour pour 3 mois à la fin de l'année. Les pistes des aéroports de Raiatea et de Rangiroa sont aussi à rénover. Reste à savoir si ADT sera toujours aux commandes demain ou si Vinci prendra les rênes. Le Conseil d'État doit trancher dans 1 mois. Le message à l'État, c'est qu'on a besoin de faire ces travaux-là, on a besoin de les faire rapidement et on a besoin d'avoir leur accord pour le faire. Sur le principe, il ne semble pas y avoir d'obstacles particuliers. Le trafic aérien en pleine vitesse malgré une gestion de l'aéroport instable et l'arrêt de 2 destinations, celle de l'île de Pâques et de Santiago qui reste en pause et celle du Japon qui reprendra au mois d'octobre. En attendant, les commerces et les services trouvent leur place. Et on continue de parler tourisme dans notre page consacrée au territorial. C'est en fait, le tourisme polynésien a repris de belles couleurs. La destination Tahiti c'est désormais toute l'année. Avec une offre aérienne variée, les visiteurs affluent. Mais cet enthousiasme des professionnels cache des réalités moins réjouissantes. La Polynésie manque de logements et l'aéroport est totalement sous-dimensionné. Les professionnels du secteur attendent une stratégie clairement définie pour les 5 prochaines années. Les explications de Kaline Guénard et Marcel Bonneau. Un aéroport digne de ce nom, c'est ce que nous voulons. Les professionnels du tourisme sont unanimes à ce sujet. Car pour eux, l'infrastructure datant des années 60 a cruellement besoin de rénovation. Autre problème, les délais d'attente à rallonge pour passer la frontière. Aujourd'hui, cet aéroport est en saturation. Donc c'est pas la peine d'envisager une compagnie de plus ou même d'augmentation de fréquence en plus tant qu'on n'a pas réglé le problème de l'aéroport. Ça c'est clair et net. Vous attendez quoi pour régler ce problème de l'aéroport ? Qu'il y ait un concessionnaire qui soit désigné et qui mette en œuvre le plan de rénovation de l'aéroport et d'agrandissement de l'aéroport. Parce qu'aujourd'hui, on est au point mort.
Autre constat évoqué par les professionnels du secteur, la formation du personnel, une nécessité pour l'hôtellerie. Ils demandent également un assouplissement sur les produits importés. Il y a trop de restrictions aujourd'hui qui nous empêchent d'importer des choses quand la production locale justement ne suffit pas. C'est pas normal qu'on puisse pas servir des œufs à nos clients. C'est pas normal qu'on puisse pas avoir une certaine variété de salades que les Américains veulent. Et je dirais enfin de développer un vrai réseau de transport en commun. Aujourd'hui, on emploie beaucoup de personnel dans nos hôtels et c'est un problème pour eux de se rendre au travail. Et plus ça va, plus ça sera un problème qui sera important. Avec près de 220 000 touristes accueillis sur l'année 2022, une offre aérienne qui s'est élargie avec l'arrivée de nouvelles compagnies locales et internationales, l'offre de logement doit être revue à la hausse, notamment dans les îles, afin d'orienter la stratégie vers un tourisme qualitatif, adapté aux spécificités géographiques. Aujourd'hui, on sait qu'on a atteint un niveau d'optimisation des chambres existantes et on ne supportera plus une croissance supplémentaire. C'est pas possible. Donc maintenant, il faut voir comment on peut fiabiliser l'existant et aussi prévoir une croissance du tourisme. Pour ça, il faudra que le gouvernement se positionne sur la défisque, sur la gestion du meublé du tourisme. Car même si l'activité Airbnb complète l'offre de logements touristiques, elle a un impact négatif sur l'immobilier, comme à Moorea en 2020, où certains résidents éprouvaient des difficultés à trouver une location de longue durée. Et on en parle avec notre premier invité, Danpi Hatay Yorana. Yorana Yata, Yorana également à tous les Polynésiens qui nous regardent. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Vous êtes donc tête de liste de la section 2 pour le parti Yaourate Nuna et personnel navigant commercial sur Atienne. Le tourisme, c'est donc un sujet que vous connaissez bien. Yaourate Nuna souhaite accueillir 400 000 touristes avec un aéroport sous-dimensionné. On vient de l'entendre, c'est un petit peu utopiste. L'industrie touristique est quand même le moteur, un des principaux moteurs économiques de notre Fénois. Donc, à savoir que les chiffres qui ont été annoncés au tout début, là, on a eu 220 000 touristes en 2022. Et je rappelle également qu'en 2019, on en avait 230. Donc, je dirais plutôt que c'est un plan plutôt développement durable du tourisme sur 12 ans qui arriverait jusqu'en 2035 pour atteindre justement 400 000 touristes. Donc, pour te répondre à Yata, ce n'est pas de l'utopie parce que Yaourate Nuna n'a pas préparé un programme pour faire rêver et miroiter la population. Et ça s'échelonne comment ? En fait, ça s'échelonne justement. En fait, il va falloir plutôt développer la capacité hôtelière parce qu'on manque, comme l'a dit les acteurs du tourisme, il en manque justement des hôtels, des chambres dans certaines îles. Alors justement, pour Yaourate Nuna, la solution serait de construire plus d'hôtels. Augmenter la capacité d'accueil et développer ensuite les dessertes aériennes et maritimes. Donc en construisant des hôtels. En construisant des hôtels, je dirais qu'il faudrait peut-être récupérer tout d'abord les hôtels qui ont été fermés, liés à la crise, liés justement à la pandémie Covid. Parce qu'il y a quand même pas mal d'hôtels comme à Moorea, l'Intercontinental, le Sofitel de Tahiti et les principaux hôtels, le Sofitel de Bora Bora. Rénover ces hôtels et ensuite, avant de reconstruire d'autres, et penser également aux petites pensions de famille qui vont s'ouvrir dans les prochaines semaines à venir, parce qu'on voit très bien que les chiffres du tourisme sont en pleine expansion. Et concernant justement la concession de l'aéroport, puisque avant d'accueillir des touristes dans les hôtels, il faut pouvoir les accueillir à l'aéroport, la concession très convoitée ne sera pas attribuée avant fin 2023. Pour Yaourate Nuna, comment pallier l'urgence? Est-ce qu'on patiente et on continue de subir? On ne va pas patienter, je dirais que la concession va arriver. La concession va arriver, autrement, il y a des slots. En fait, il y a des créneaux horaires justement à l'aéroport. Je dirais que le jeudi et le samedi, ce sont les flux où les gros porteurs viennent tous d'un coup à l'aéroport. On peut très bien aménager le planning horaire des autres compagnies, des compagnies aériennes, particulièrement internationales, pour pouvoir les étaler sur les autres jours, lundi, mardi, ainsi que les autres jours qui sont pratiquement souples. Donc, c'est un programme interne à la société aéroport de Tahiti qu'il faudrait revoir. En fait, je pense qu'il faut travailler en relation avec ADT, les compagnies aériennes, et ensuite faire valider par le Conseil des ministres. Et justement, l'objectif de 400 000 touristes, donc vous le disiez, en 2035, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc, est-ce que selon vous, cela coïncide aussi avec un tourisme durable voulu par l'ancienne ministre du Tourisme avec la stratégie Far Ira Manihini 2025?
je ne vais pas mettre en cause le travail qui a été fait. Le travail qui a été fait par Mme Bhutto. Justement, je dirais qu'on peut très bien continuer parce que la stratégie va évoluer. Va évoluer, justement. En fait, c'était supposé s'arrêter en 2027 et nous, on étale justement jusqu'en 2035 pour avoir ces 400 000 touristes. Donc, vous allez bâtir une nouvelle stratégie si jamais vous arrivez au pouvoir. On arrivera au pouvoir, j'en suis certain. Mais par contre, je tiens également à préciser que les 400 000 touristes, il y aura 300 000, ça sera plutôt des touristes à haute contribution. Et les 100 000 autres, ça sera des touristes de la petite hôtellerie. Et pour terminer, un mot sur les casinos que Yaoura Tenoun aussi envisage d'ouvrir en Polynésie. Si certains estiment qu'ils boosteraient l'économie du pays, d'autres redoutent que les amateurs de jeux y perdent la tête et dilapident leurs économies. On se souvient aussi, les églises s'étaient opposées. Est-ce que vous allez entendre ce refus? Mettre le casino à Tahiti, je dirais pourquoi pas. On pourra faire une phase de test, parce qu'il ne faut pas être hypocrite non plus. Il y a beaucoup de Polynésiens qui vont dépenser leur fric, leur argent en Nouvelle-Zélande ou à Los Angeles dans les casinos. Il y a même des bateaux de croisière où il y a des casinos là-dessus et qui s'arrêtent même au quai et qui jouent. Et pour répondre à ta question sur les églises, on tient également à travailler en relation avec les églises protestantes et catholiques. Merci beaucoup, Dan Pihaté, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Un sujet plus politique maintenant, une élection. C'est un bilan et un programme, mais il y a aussi une donnée essentielle, la loi électorale. Elle attribue au grand vainqueur la prime majoritaire, une prime réinstaurée en 2011 par la loi dite Ponchar. Son objectif, à garantir une stabilité dans le pays, manquait cruellement entre 2004 et 2013, où 13 gouvernements s'étaient succédés. Si la stabilité est ainsi assurée, la démocratie, elle, ne serait pas respectée selon certains partis. Caroline Fari, Patrick Sing Sing. Pour la 3e fois consécutive, la Polynésie va utiliser la prime majoritaire, une modalité du scrutin proportionnel plurinominal instaurée en 2011 avec la loi Ponchar. Son avantage, garantir une stabilité politique au pays en accordant 19 sièges supplémentaires aux partis gagnants. Son inconvénient, le passage au second tour des élections qui impose un taux minimum de 12,5% des suffrages exprimés. J'ai pris le nombre d'inscrits, j'ai pris la moyenne des 2 dernières élections et j'arrive au chiffre de 17 500 voix. Si on n'a pas 17 500 voix, on ne passe pas au second tour. Or, 17 500 voix pour la Polynésie française, c'est juste énorme. Et donc, les petits partis ne pourront jamais se retrouver justement au second tour. Même avec une seule voix de plus que les autres au second tour, le vainqueur raflerait les 2/3 des 57 sièges à l'Assemblée. Le reste sera attribué à la proportionnelle des résultats. Une mesure antidémocratique pour certains partis d'opposition qui réclament une modification du mode de scrutin. Sur le fond, nous sommes d'accord à une prime majoritaire, mais pas à celle qui nous a été imposée par la ministre de l'Outre-mer. Parce que 19 sièges de prime majorité, c'est vraiment dépasser la limite. Je considère que ce nombre est vraiment antidémocratique. C'est quelque chose quand même qui limite l'expression démocratique. Et ce plafond, ce seuil de 12,5% pour passer au second tour, il fait qu'au second tour, tous ceux qui ne représentent pas ce score n'apparaissent plus à l'Assemblée. On voit que la Calédonie a choisi un dispositif totalement opposé, avec la collégialité qui permet l'expression démocratique. Avec une motion de censure également compliquée à obtenir pour l'opposition, la prime majoritaire instaurée en Polynésie devrait assurer la tranquillité de la future majorité pour les 5 années à venir. Et nous abordons le sujet avec notre second invité, Tapuar I. Barbos. Yorana. Yorana. Merci. Yorana à la population qui nous regarde. Merci d'être sur la première ce soir. Donc, cette loi électorale a été voulue par Gaston Floss à l'époque. Cela avait bien servi au Tahuera en 2013 quand il était revenu au pouvoir. Aujourd'hui, le parti ne l'est plus. Est-ce que, en tant que représentant du Amuteira, vous confirmez que cette loi électorale restreint le pluralisme d'opinion? Alors, je pense qu'il faut ramener dans le contexte. C'est vrai que le Tahuera, maintenant qui s'appelle l'Amuteira, avait fait une prime majoritaire. Mais le nombre de sièges n'était pas à 19, il était à 11. Il était à 11 sièges. Comme notre président l'a dit, c'est pas de la démocratie.
Ce n'est pas 19 sièges. Autant dire que ceux qui vont gagner les élections, avec un pourcentage en plus, vont avoir ces 19 sièges et autant dire qu'ils vont avoir l'Assemblée. Mais à l'époque déjà, lorsque Gaston Flosse avait porté cette demande au niveau national, les sages de l'époque avaient précisé que c'était déjà antidémocratique. On peut voir, bon, là c'est un point de vue extérieur de la Polynésie, on va dire, il faut voir le nombre de sièges qu'il y a à l'Assemblée. 57 sièges. Donc 19 sièges, autant dire qu'il va rester 10 pour avoir la majorité. Et là, quand on a mis en place, quand le Tahoeira a mis ça en place, c'était 11 sièges. Donc, je ne vois pas vraiment où la démocratie dans les 19 sièges. Donc, avec la loi Ponchard qui a été mise en 2011, on est d'accord que c'est un peu ambigu tout ça. Elle restreint le pluralisme d'opinion. Tout à fait. Est-ce que changer la loi électorale fera partie des priorités du Amouitaira s'il venait à être élu? Alors, si demain, on sera au pouvoir, nous allons faire baisser ce nombre de sièges. De 19, on va le ramener à 10 ou 11. Donc vous gardez la prime majoritaire? C'est nécessaire pour garder une certaine stabilité dans l'Assemblée. C'est nécessaire. Alors aujourd'hui, puisque si vous arrivez au pouvoir, c'est Emmanuel Macron qui est au pouvoir, qui n'est pas encore en phase avec Gaston Flosse. Comment se faire entendre à Paris pour changer cette loi électorale? Si demain, on sera au pouvoir, c'est la population qui l'a choisi. Donc du coup, soit le président de la République veut bien nous entendre avec la population qu'il y a derrière nous, parce que nous sommes quand même français. Donc il ne faut pas le cacher, nous sommes quand même français. Et si le président de la République ne nous écoute pas, connaissant notre président, il va dire qu'il va taper sur la table. Nous allons parler maintenant de votre programme sur le tourisme. On l'a entendu, il y a un manque cruel de logements. Le Amouitaira souhaite ressortir le Mhana Beach à 250 milliards de francs pacifiques. En 2015, c'est avec un consortium chinois qu'un protocole d'accord avait été signé pour le financement, la construction et l'exploitation. Ce sera encore le cas si vous êtes élu? Oui, pourquoi? Parce que la population a besoin d'emplois. Et le Mhana Beach, la construction de cet hôtel va permettre d'avoir 8 000 à 10 000 emplois. En faisant le terrain, la première chose que la population demande, c'est que la cherté de la vie soit beaucoup moins au niveau alimentaire surtout, et surtout l'emploi, le travail. Donc c'est ce genre de construction comme l'élevage de poissons à eau qui va permettre d'avoir de l'emploi pour la population. Mais dans le même temps, vous souhaitez interdire l'embauche de main-d'œuvre étrangère. Donc, signer un protocole avec un consortium chinois et interdire la main-d'œuvre étrangère, c'est un petit peu paradoxal. Je vais prendre l'exemple de l'élevage de poissons de haut. Donc, déjà, il y a 1000 emplois, dont 900 sont locaux déjà. Avec 100 cadres chinois, le pays a signé une convention avec le groupe chinois qu'on envoie 10 jeunes tous les ans d'ici, pendant 10 ans. Et dès qu'ils reviennent de Chine formés à Shanghai, ils remplacent ces cadres. En remplaçant ces cadres, dans 10 ans, nous avons 100% 1000 emplois polynésiens. Est-ce que ce n'est pas un petit peu démagogique? Il n'y a pas de démagogie à avoir. Comment dire? On envoie nos jeunes en formation. Est-ce que c'est mal de former nos jeunes? Non, je ne pense pas. Non, de faire appel à la main-d'œuvre chinoise. À faire appel à la main-d'œuvre chinoise, ils sont les meilleurs en élevage chinois. Les Chinois sont meilleurs en élevage. D'ailleurs, ils ont une université de Shanghai. Et dans notre projet, on veut bien aussi faire une université sur la mer. Merci beaucoup, Tapwari Barbos, d'avoir été avec nous ce soir. Et enfin, vous retrouverez dans vos matinales radio demain matin Dan Pihatei, Tom Tif Aura pour le parti Yaura Tenuna et Michel Tewira détaillera le programme de Heyura l'hiver. Ce sont vos émissions, l'invité café spécial territorial. Et c'est ainsi que se referme cette page spéciale. Une compétition de football un peu particulière. C'était dans 3 lieux différents que sont la salle Rossi à Pirée, le gymnase de Fatawa et le lycée Paul Gauguin. Elle a réuni 9 établissements scolaires à Tahiti dans le cadre de la Semaine olympique et paralympique, un événement qui a pour objectif de promouvoir le sport et les valeurs de l'olympisme dans les écoles. Aujourd'hui, une épreuve de cécifoot a même été organisée pour les jeunes souffrant de déficience visuelle. François Derbecourt, le directeur de l'USSP, nous en dit plus au micro de David Chang. Aujourd'hui, on est au lycée Gauguin sur la découverte du cécifoot,
qui est l'activité paralympique du foot, qui consiste à jouer en 5 contre 5 avec des élèves qui se mettent aujourd'hui en situation de handicap. En parallèle à ça, on a un tournoi olympique où chaque équipe représente une nation avec à la fin un vainqueur, un premier, un deuxième, un troisième. Et on insiste fortement sur le fair play, le respect et toutes les valeurs que je vous ai précitées juste avant. On a deux façons de voir l'inclusion et nous on essaie de mixer les deux cette semaine. La première façon c'est en amenant des élèves déjà en situation de handicap et la deuxième façon c'est en faisant découvrir aux élèves en valide les situations de handicap, quelle est la perte de repères lorsque je n'ai plus mes yeux, quelle est la perte de repères forcément visuels. Je peux rajouter aussi des problèmes auditifs. Voilà. On a beaucoup de gens qui sont en situation de handicap dans la population locale, notamment en Polynésie. Enfin, pour terminer, la gendarmerie recherche une jeune mineure, Pito Onete, à 14 ans, a quitté le domicile depuis le 15 mars. L'intéressée a été aperçue du côté de Tarabo le samedi 25 mars. Elle est de corpulence normale avec des cheveux et des yeux noirs. Toute personne l'ayant aperçue ou étant en mesure d'apporter des renseignements la concernant est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de FAA au 40 46 72 00 ou le 17. Et c'est sur cet appel à témoins que s'achève ce journal. Nous retiendrons cette information. Des parents d'élèves dénoncent l'insécurité due au comportement dangereux de certains sans-abri présents autour de la cathédrale de Papeete. Ils seraient 5000 à être prêts à défendre leurs enfants s'ils venaient à être victimes de violences. Une rencontre est prévue avec la mairie de Papeete vendredi. À la une de votre quotidien Tahiti Info demain. Pas de Tahiti Info pour ce soir. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Très belle nuit et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.